Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. La jeunesse au cœur du débat, nous y revoilà, chers auditeurs, bien le bonsoir et bienvenue sur les antennes de la 92.5 et bienvenue de nouveau à l'émission Écho de la jeunesse. Nous vous disons un grand merci, c'est un plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence. Merci beaucoup pour votre fidélité mais aussi pour votre patience. Mais rassurez-vous, nous ne sommes jamais partis, nous sommes toujours là, proches de vos cœurs, quoique nous ayons été un moment loin de vos oreilles. Nous revenons comme toujours dans l'esprit de vous servir. Nous revenons à présent avec un nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Nous allons parler du choix de la filière. Et bien certainement, vous le savez, les résultats des baccalauréats, que ce soit baccalauréat général, technique, commercial, ont été publiés. Et nous allons donc nous pencher sur la question à présent, puisque après le baccalauréat, il va être question de savoir est-ce qu'on va à l'université, est-ce qu'on va faire une formation ou tout simplement rester à la maison. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Monsieur Gamaliel Koudia. Bonsoir Monsieur Gama. Bonsoir Monsieur Marc. Comment vous portez? Très bien, j'espère que vous aussi. Moi aussi, je vais très bien. Et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je signale que vous êtes chef de service information et orientation au sein de DGC, l'université, c'est bien ça? C'est bien ça, j'ajouterai aussi du service recrutement. Ah d'accord, donc on a orientation, information et recrutement. Bien entendu. Parfait. Alors, Monsieur Gama, déjà, on va entrer comme ça de façon de plein fouet dans notre sujet. Mais question donc de faire une petite analyse, sinon dire un petit mot à l'endroit des candidats qui ont été malheureux à cet examen parce que le pourcentage de réussite cette année a été de 45%. Alors, on va dire un mot à l'endroit des 55% qui ont été malheureux à cet examen. Merci pour l'occasion que vous nous donnez, nous en tant que responsables d'école, pour se prononcer sur la question du choix de filière. Pour la question d'entrée, je voudrais d'abord commencer par une note positif. C'est vrai, c'est 45%. Ce qui me retient en premier l'attention là-dedans, c'est le fait que par rapport à l'année dernière, il y a eu une légère augmentation d'1%. C'est pas rien. Exact. Même si malheureusement, il y a toujours cette part assez importante de ceux-là qui n'ont pas satisfait. Alors pour ceux qui n'ont pas satisfait, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous voulons surtout leur dire que l'échec, c'est pas leur avenir. Ça a été une étape. Il y a eu certainement une année où on a essayé de tout donner, mais si malheureusement ça ne s'est pas bien passé, on est un tout petit peu désolé, mais nous leur disons que voilà, ce n'est que partie remise. Nous avons une nouvelle année, on fait repartir avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Et bien entendu, voilà, corriger ce qui n'a pas fonctionné, espérant bien entendu que les choses se passeront cette fois la meilleure des manières. Très bien, en tout cas leur dire que l'échec, ce n'est pas la fin du monde, mais qu'il y a une suite. Bien entendu. Ensuite, on va s'atteler au niveau bachelier, ceux qui ont satisfait à leur examen. Un mot déjà pour commencer à eux. C'est une grande félicitation. Vraiment, nous sommes réjouis de savoir qu'ils sont désormais des bacheliers. Alors, un bachelier, c'est un universitaire. Nous le disons de principe, même si, bien entendu, vous en avez qui, après le baccalauréat, décident d'arrêter avec les études. Nous leur disons déjà qu'ils ont l'autorité qui est conférée à une université. Alors, nous leur souhaitons une fois de plus une grande félicitation et nous leur disons que les clés de l'université sont désormais entre leurs mains et bien entendu à eux de voir comment ils sont saisis et en fait bon usage. En tout cas, félicitations à tous les nouveaux bacheliers, que ce soit les bacheliers en série technique, scientifique, générale, ainsi de suite. Nous vous disons félicitations. Eh bien, comme on le dit également, que après l'obtention de votre baccalauréat, c'est le monde qui s'ouvre à vous.
Il va être donc question ici pour nous de vous accompagner pour vous dire quelle filière choisir et comment s'y prendre. Alors, Monsieur Gama, le choix d'une filière, c'est quelque chose déjà très difficile. Je sais que vous en savez déjà quelque chose. Très difficile, peut-être le mot est faible, surtout lorsqu'on est impréparé. Et en règle générale, on l'est toujours. Voyez-vous, nous avons mené une vaste campagne d'orientation. Nous nous sommes prêtés un petit jeu face à ceux-là qui étaient pressentis être des bacheliers, qui le sont d'ailleurs aujourd'hui. Lorsque vous leur posez la question de savoir, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce que vous ferez à l'université? Pour la plupart, ils vous disent que c'est pas encore le moment. C'est un peu désolant. C'est ce qu'on a quelquefois rencontré, même si, au milieu de tout ça, vous avez quelques-uns qui s'en soucient, qui se font accompagner naturellement par les parents, qui s'intéressent à tout ce qui est découverte des métiers, surtout ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers de futur. Voilà, vous en avez quand même qui en prennent conscience et font quand même ce qu'on peut appeler la différence. Alors, en ce qui concerne le choix de filière, la difficulté, comme je l'ai dit, c'est d'abord la question d'impréparation. Je dis souvent pour titiller, mais aussi pour être le plus sincère possible, que lorsque vous êtes en terminale et que vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous êtes comme un aventurier. Parce que, étant en terminale, on est en train de finir ce qu'on appelle ses études secondaires. On est au lycée, on a fait le choix d'une série et en règle générale, on choisit sa filière depuis la classe de seconde, si vous voulez en troisième, lorsqu'on vient de satisfaire à son brevet. Pourquoi je le dis? Je le dis pour la simple raison que lorsque vous êtes en terminale et que vous avez opté par exemple pour une série A, après l'obtention de votre baccalauréat, vous vous amenez et nous dites que vous êtes intéressé par le génie industriel et maintenance. Nous sommes un peu embêtés. On se demande si vous avez pris le soin de réfléchir pas deux fois sur le type de série qui conduit à ce type de filière. Alors, il faudrait bien que les gens comprennent quel est le lien, la corrélation qu'il y a entre une série et une filière, sachant que la série vous donne les prérequis pour des filières. Exact. C'est malheureusement ce que les gens ne perçoivent pas. Et nous, au niveau de l'université, on a cette lourde tâche-là de recadrer un certain nombre de choses, de repositionner les uns et les autres, surtout de rentrer dans ce qu'on appelle le bilan personnel et voir ce qu'on peut en ressortir pour proposer quelque chose qui cadrerait avec ceux qui sont réellement, ceux qui sont appelés à faire. Alors, j'ai même déjà remarqué un peu plus tard que ce matin, je me suis amusé un peu à visiter un peu tous mes contacts que j'ai qui ont passé le baccalauréat et je me suis amusé à poser la question de savoir alors quel est le plan, c'est-à-dire après ici qu'est-ce que tu vas faire. La réponse qui est revenue c'est je ne sais pas encore. C'est pour montrer à quel point en tout cas à l'obtention du bac on peut être comme déboussolé et donc nous le but ici c'est pouvoir les aider à sortir un peu de ce doute. Alors on va aller de façon un peu plus particulière, on va prendre par exemple le cas pour quelqu'un qui a un baccalauréat technique. Quel est le genre de formation auquel la personne peut aspirer? Alors, en ce qui concerne le baccalauréat technique, vous en avez de deux ordres. Vous avez le baccalauréat technique industriel, vous avez le baccalauréat technique commercial. Alors, en règle générale, lorsque vous avez un baccalauréat technique, on vous a suffisamment préparé pour un type de métier. Si on est dans le baccalauréat technique industriel, vous avez entre autres filières la F1, F2, F3, vous avez le bac E. Ce type de personnes apprennent assez tôt le métier. Lorsque vous apprenez assez tôt le métier, vous vous préparez plus ou moins à un type de filière. C'est beaucoup plus fermé que dans des types de baccalauréat d'ordre général. Lorsque quelqu'un a fait un bac F1, et c'est en règle générale ce qu'on rencontre, qui correspond à ce qu'on appelle le bac génie mécanique, vous avez ce réflexe qui consiste pour eux à demander le type de parcours qui correspond au baccalauréat qu'ils ont, notamment le bac F1 qui est en relation avec la mécanique. C'est les baccalauréats qui vous apprêtent à des écoles polytechniques, notamment l'école DGC Congo, où vous avez une filière comme le génie industriel et maintenance. C'est un peu quoi la particularité? C'est le fait que lorsque vous avez commencé à apprendre un métier, vous l'avez appris autant pour moi par le prisme de la série
on vous apprend désormais le métier par le prisme de la filière. La différence, c'est que on vous met quelquefois en situation professionnelle, on vous met dans des conditions où vous apprenez le métier plus ou moins tel qu'il se fait en entreprise et vous êtes accompagné par des professionnels. Le bac F1, F2, F3, le bac E, en tout cas tous les bacs de technique industrielle, vous faites une école polytechnique, vous avez toutes les filières du génie. Vous avez également la possibilité de faire, c'est vrai que c'est pas très souvent commode, ça ne les intéresse pas souvent, mais ils peuvent aussi faire des écoles de commerce, c'est pas défaut. Mais de manière privilégiée, ils ont appris le métier un peu tôt et le réflexe c'est d'aller vers le type de filière qui correspond, bien entendu, au type de série qu'ils ont fait. Donc, une école polytechnique, une école scientifique, si vous allez par exemple dans les universités publiques, notamment Marie Ngouabi, vous le verrez dans des parcours de physique, de mathématiques, vous le verrez quelquefois dans les parcours de biochimie, suivant la sensibilité des uns et des autres. Bon, ça c'est bien entendu le parcours long qui se fait dans les universités. Mais si vous êtes dans des écoles privées, vous serez plus ou moins dans ces types de formations qui vous apportent assez rapidement le métier, qui consiste souvent à commencer le concept de la formation par le mot génie. Génie industriel, génie informatique. J'allais oublier, toujours dans l'ordre des bacs techniques industriels, vous avez tout ce qui est bac H. Alors ça c'est ceux-là qui ont la sensibilité informatique. Là aussi, lorsque vous avez terminé, vous pouvez faire une école polytechnique avec une sensibilité informatique. Donc vous avez la possibilité d'être dans des filières comme le génie logiciel, le génie informatique, les réseaux et télécommunications, la maintenance des systèmes informatiques, tout ce qui peut tourner plus ou moins dans le domaine de l'informatique. Alors avant de poursuivre, on va ouvrir une petite brèche pour faire un peu la différence entre une université privée et ce qu'on va appeler peut-être une école de formation, si vous voulez. C'est quoi exactement? Où se situe la différence? La première chose, c'est déjà de par le type d'école. Vous avez Marie Ngouabi, vous avez Denis Sassou Nguesso, ça s'appelle des écoles publiques. Exact. Vous avez DGC, c'est une école privée. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence se situe au niveau de la constitution de l'école. Alors, quand je parle de la constitution de l'école, lorsque vous êtes dans une école publique, c'est organisé tout autour en matière d'administration, tout autour d'un rectorat qui est la tête. Vous avez plusieurs facultés. Alors, à la tête des facultés, vous avez ce qu'on appelle des doyens. Dans des facultés qui sont orientées domaine de formation, vous avez ce qu'on appelle des départements, qui sont quelques décompositions des domaines. Alors, vous avez ce qu'on appelle les chefs des départements, et à l'intérieur des départements, vous avez tout un personnel administratif bien constitué, partant de la question de la scolarité, passant par les questions académiques, jusqu'aux questions de surveillance, etc. Mais au niveau de la formation, puisque c'est de cela qu'il est question ici, la différence va se situer à quel niveau? Est-ce que ça va être au niveau de, par exemple, de la durée, ou est-ce que ça va être au niveau de la qualité de la formation? Bien, je voulais quand même présenter ce petit décor qui n'est pas rien, qui montre déjà un peu ce qu'on peut appeler la fracture qui est entre ces deux types d'écoles. Pourquoi je vais depuis le rectorat? C'est justement pour embrayer par exemple sur la question de l'effectif. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous êtes dans une école publique, en règle générale, elle est très grande. C'est vraiment là où le mot université qui vient d'univers prend tout son sens. En règle générale, lorsque vous êtes dans une université publique, par opposé à une université privée, vous avez un effectif assez important. Bien évidemment. Depuis les filières jusqu'à l'effectif global de l'école. Prenez par exemple certaines universités où on vous dit que pour une première année de droit, vous avez 3000 étudiants. Ils ont en règle générale des amphis. Les amphis, c'est pour contenir le grand nombre. Alors que l'effectif est assez réduit lorsque vous êtes dans une université privée. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est sur ce qu'on peut appeler le niveau d'encadrement et le suivi des étudiants. Alors, lorsque vous êtes dans une université publique, on n'a rien contre eux, mais voyez-vous, on est dans un système où, parce que par le nombre, on ne peut pas suivre de manière particulière étudiant après étudiant. Quelquefois, chacun est laissé
propos et à lui, bien entendu, de voir comment est-ce qu'il va se battre pour sa réussite. Alors que en matière de suivi d'encadrement, lorsque vous êtes dans une université publique, vous avez un système qui essaye de faire perdurer ce qu'on a trouvé au lycée. Vous avez un système de surveillance qui fonctionne très bien. Vous avez un système de conseil des disciplines, surtout pour les écoles responsables, un peu comme DGC. Vous avez un système de conseil de discipline qui fonctionne très bien. Vous avez un suivi régulier d'assiduité des étudiants. Il y a des parents qui peuvent se faire appeler pour être signalés de ce que l'enfant ne se trouverait pas à l'école. Ça permet bien entendu que le suivi soit de proximité et que d'un côté ou de l'autre, que voilà, chacun puisse faire sa part. Vous avez une autre différence qui se situe du niveau ou du degré de professionnalisation. Alors, lorsque vous êtes dans une université publique, encore aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le système LMD. On sait que le métier, il s'apprend au fil de beaucoup d'années. Et lorsqu'on sait aussi que l'université publique sort à la fin soit des enseignants-chercheurs pour la plupart, ou alors ceux-là qui vont se retrouver dans la recherche, ils sont ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, quelquefois. Ils peuvent aussi sortir ceux-là qui peuvent se retrouver dans les administrations publiques. Mais ça nécessite quelquefois que vous fassiez 5 ans d'études pour prétendre à certains postes dans l'administration publique. Lorsque vous voulez être enseignant-chercheur, vous devez également avoir 7 ans, vous inscrire en thèse. Et ce n'est que par là que certains arrivent à avoir ce qu'on appelle le métier. Puisque c'est un métier aujourd'hui de se faire payer enseignant-chercheur. En revanche, lorsque vous êtes dans des universités privées ou des écoles de formation, vous avez des systèmes BTS pour certains qui, au bout de 2 ans, assez rapidement, on vous prépare pour le marché de l'emploi. Donc, le niveau de professionnalisation est assez relevé. Lorsque une école même, dans une école privée, est arrivée au système LMD, il se passe toujours que le niveau de professionnalisation est assez élevé. Vous avez des étudiants dans une école polytechnique un peu comme la nôtre, lorsqu'ils sortent en 3e année, ils sont ingénieurs de travaux et ils peuvent déjà s'en sortir en situation professionnelle. Ce n'est que possible parce que la formation est suffisamment axée sur tout ce qui est travaux pratiques. Très bien, mais donc si on peut récapituler, on va dire que la différence va se situer au niveau déjà du suivi, de l'effectif, parce que quand je parle déjà d'effectif, on va parler déjà du fait que les élèves vont être mieux suivis dans les universités privées. Et également, la formation va être de courte durée, si on peut le dire comme ça. Les élèves vont être très rapidement professionnalisés. Les formations qui sont offertes sont professionnalisantes. Alors, si on aimerait bien s'orienter vers telle ou telle filière ou telle université, quels sont les éléments qu'il va falloir prendre en ligne de compte? Parce que certains vont vous dire, bon, moi je préférais l'université, mais quand on a par exemple les moyens, par exemple, on n'en a pas. Mais quelqu'un voudrait aller dans une université privée. Ou quelqu'un va se dire, moi je préférerais par exemple ne passer que 2 ou 3 ans et être déjà mis sur le marché de l'emploi, mais il va préférer aller à l'université publique. Quels sont les aspects qu'on va prendre en ligne de compte quand on veut choisir une filière? Il y a plusieurs aspects à prendre en ligne de compte. Vous avez la question d'effectifs. Vous avez des bacheliers, d'abord des bacheliers ne sont pas encore à l'université, qui sont de par leur nature un peu timides. Lorsque vous êtes timide, vous voudrez bien un système où on vous efface, où vous n'avez pas à vous mettre en exergue. Et le meilleur système, c'est celui-là où vous avez une pléthore d'étudiants. On peut se cacher dans la masse. Quelle qu'en soit la volonté même de l'enseignant, il ne peut pas tous nous embrasser d'un seul regard. Donc, très souvent, lorsqu'on est timide, on est très sensible sur la taille de la salle de classe, la question de l'effectif. Donc, mais ce que nous disons, la timidité n'étant pas une félicité, ce que nous disons souvent, c'est que lorsque vous avez même le sentiment que vous êtes timide, de par cet aspect-là, cherchez ce type d'école qui, quelquefois, au-delà de la taille plus ou moins importante, crée ce qu'on appelle des systèmes de TD, des travaux dirigés, et de TP, des travaux personnels, où on vous met en situation de l'enseignant. Ça vous permet, au fil du temps, de balayer cette question de timidité, sachant que vous pouvez vous cacher étant encore à l'école, mais vous aurez plusieurs situations
où vous aurez à vous mettre en exergue, par exemple devant un recruteur. Si vous êtes engagé dans une entreprise et que vous êtes appelé quelquefois à assurer ce qu'on appelle des réunions, des brainstorming, vous serez toujours en situation de prendre la parole et devant les gens qui vous regardent, qui vous écoutent. Lorsque vous êtes timide, il y a la question de l'effectif. Mais aussi lorsque vous voulez écouter et être sûr de capitaliser en termes de connaissances, la question aussi de l'effectif est très importante. Bien évidemment. Vous voudrez bien ce type d'école où vous êtes à effectif réduit. Vous avez un autre aspect, c'est la durée de la formation. Alors, en ce qui concerne la durée de la formation, à un certain âge, on va aller un peu plus vite. Même comme je dis que voilà, l'école ne demande pas l'âge, à tout moment on peut faire l'école, on ne peut pas être complexé par ça, mais on sait que la durée de la formation est très importante pour les bacheliers. Lorsque vous avez un jeune bachelier qui décroche son bac par exemple à 16-17 ans, lorsqu'il essaye de se projeter, dans 5 ans, vous avez 22, 23 ans, il est bachelier. Il se dit bien, il est diplômé, il sort avec un bac plus 5. Lorsque vous avez ce type d'étudiant, il n'est pas très inquiété sur la durée de la formation. Au contraire, il se dit qu'il a encore tout le temps pour apprendre. Encore lorsqu'on a un certain âge, pour certaines filières, ça devient un peu plus difficile d'assimiler. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Donc, quand on est jeune, la durée de la formation, elle n'inquiète pas. Mais lorsqu'on a un certain âge, la durée de la formation, ça devient un point à prendre en ligne de compte. À prendre en ligne de compte. Vous avez également la question du coût de la formation. Alors, en ce qui concerne le coût de la formation, tout à l'heure encore, je recevais un futur étudiant, certainement des nôtres, qui nous faisait savoir que il veut bien faire notre école, mais malheureusement, il ne pense pas avoir suffisamment de moyens pour suivre une formation chez nous. Mais je lui ai dit un certain nombre de choses. Il est aujourd'hui, par exemple, à Pointe-Noire. Les étudiants que nous avons aujourd'hui doivent savoir qu'aucune formation universitaire n'est gratuite. Bien entendu. J'entends bien qu'ils nous diront ça ne paye pas à Marien Ngwabi, à Denis Sassou Nguesso, mais qu'ils sachent qu'il y a ce qu'on appelle des droits universitaires. À côté de ça, si vous vivez à Pointe-Noire et que vous n'avez pas une famille à Brazzaville et que vous devez louer, c'est des charges comme ça que vous prenez en ligne de compte. Exact. Alors, vous avez été dans un système où vous vous habillez du lundi au vendredi ou au samedi pour certains en tenue. Désormais, vous serez en civil. Donc il faut tous les jours se changer. Merci. Vous devrez être confronté à ce qu'on appelle des photocopies, l'achat des livres, l'achat d'un ordinateur, surtout si vous voulez vraiment faire une école qui réussit. Parce que quand je dis une école qui réussit, c'est votre disposition à vous. Est-ce que vous mettez dans votre formation tous les moyens nécessaires pour réussir? C'est par exemple l'achat d'un ordinateur. Alors, lorsque vous prenez ces éléments et plein d'autres éléments que je n'ai pas pu citer ici, vous comprenez que l'école n'est pas gratuite. Bien. Alors, comme on sait que nous n'avons pas suffisamment tous les moyens au même niveau ou au même rang, j'aime aussi à le dire, on est toujours le riche de quelqu'un. Alors, il y a un minimum de sacrifices qu'il faut faire dans ces études. Mais si on n'a pas suffisamment de moyens, on peut prétendre à ce type d'école qu'on appelle l'école publique. Mais il faut aussi arbitrer une question, c'est se dire que si on n'a pas suffisamment de moyens et qu'on sait que l'école publique, pour nous apprendre un métier, prend beaucoup de temps, il faut peut-être regarder la question en termes d'optimisation. Est-ce que je peux faire le sacrifice qu'il faut? Je vais dans ce type d'école qui en 2 ans peut m'apprendre rapidement un métier, ou à défaut, pas forcément une école privée, mais un centre de formation où je peux rapidement apprendre un métier et que par ce métier-là, que je réussisse à subventionner ou bien à payer, à financer les études, par exemple, longues. Ça peut arriver. Donc, mais quand on n'a pas de moyens, il faut d'abord penser à l'école publique. En deuxième position, il faut regarder
qu'est-ce qu'on peut faire pour arbitrer, par exemple, le choix d'une école privée qui coûte, mais qui ne dure pas dans le temps? Vous voyez, la question maintenant à la durée de la formation, une fois de plus, il y a le coût de la formation. Mais il y a aussi quand même un système qui va faire mal. C'est que certains voudraient bien prendre les universités privées, mais le coût peut être très élevé. Hein. Il y a des universités qui vont vous demander, par exemple, de fournir 5 millions comme ça d'un coup, mais c'est quand même énorme. Est-ce que vous pensez qu'avec la conjoncture actuelle, même si ça va être pour une année, pour 2 ans, mais c'est une sacrée somme quand même? Je vais parler de ce que je connais. Hein. Pour ma part, c'est l'université DGC, bien qui s'inscrit plus ou moins dans ce qu'on appelle une école à un certain standing. D'accord? Mais dans sa stratégie de prix, il y a par exemple des éléments à prendre en compte. Et ça, quelquefois, il faut aller à la source de l'information. Notre école est basée sur une stratégie de prix, majoration du coût. Alors, la majoration du coût, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour la réussite des enfants. Alors, ça coûte. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On essaie d'évaluer ce que ça coûte par rapport au nombre d'étudiants qu'on a. Et j'ai envie de vous dire que quelquefois, on ne se retrouve même pas. C'est pas simplement dire qu'une école est chère qui fait peut-être de l'école là, celle-là qui gagne beaucoup d'argent. Parfois, elle est chère, mais vous voyez pas, en fait, c'est qu'elle investit. Vous voyez pas ses charges. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner, par exemple, ces parents-là qui veulent bien notre école, mais n'ont pas suffisamment de moyens? C'est simplement revoir ce qu'on peut appeler les modalités de paiement. Nous avons une école, par exemple, qui est orientée pratique. Lorsque vous êtes orienté pratique, c'est plus ou moins ce que les entreprises attendent d'une école. Alors, ça nous permet justement de dégager une large palette de partenariats avec des entreprises. Certains étudiants à DGC, au bout de la 2e année, vont en stage d'immersion, mais on trouve déjà qu'ils sont bons. Je le dis avec autorité, nous avons des étudiants qui ont eu leur passage en 3e année. C'était un succès. Le second succès, par exemple, c'était un recrutement dans une entreprise. Alors, ce recrutement a permis à certains que je connais qui ont financé leur 3e année. Ça, c'est une chose. Alors, lorsque vous avez cette école-là qui est véritablement orientée professionnalisation, elle vous sert sur un plateau en or aux entreprises. Alors, vous êtes bien entendu très désiré, très apprécié par les entreprises. Donc, pour certains, ils peuvent terminer leur 3e année en payant eux-mêmes leurs frais. Ça, c'est une chose. L'autre chose, par exemple, c'est l'aménagement des modalités de paiement. Venez, par exemple, on peut voir avec le parent comment étaler les modalités de paiement au-delà de la durée de la formation. Vous signez un protocole d'accord avec l'école qui dit par exemple que voilà, vous allez payer pour une formation qui dure 3 ans en 4 ans. Tout ça on regarde. Vous dites par exemple que vous allez payer tel montant pendant les 3 ans, mais pour ce que vous n'aurez pas à payer, vous prenez un engagement comme quoi lorsque vous trouvez le boulot, vous allez vous inscrire dans une logique de remboursement complet des frais de scolarité. Comme un prêt étudiant. Comme un prêt étudiant, voilà. Donc, vous avez bien entendu ce type de schéma qui est mis en place. Il faut toujours aller à la source d'information pour savoir comment est-ce que les écoles comme les nôtres, au-delà de ce qu'elles ont un standing qui est justifié, on ne fait pas dans l'à peu près. Je vous le concède. Alors, on va essayer un peu de revenir sur les différents types de formations. On a parlé de formations qui s'offraient à ceux qui avaient un baccalauréat technique industriel. Qu'en est-il de ceux qui ont un baccalauréat technique commercial? À quoi peuvent-ils aspirer? Alors, un baccalauréat technique commercial, vous avez entre autres les bacs BG, G2, G3. Alors, ils sont pressentis pour tout ce qui est école de commerce. Les écoles de commerce sont ces écoles-là où, soit école de commerce et de gestion. Notamment à DGC, on a tout un pôle qui ne forme que dans tout ce qui est filière commerciale et de gestion. Lorsque vous avez ce type de bac, vous pourrez être intéressé par tout ce qui est comptabilité, vous pourrez être intéressé par tout ce qui est marketing, par tout ce qui est logistique,
par tout ce qui est ressources humaines, mais aussi par tout ce qui est banque assurance, parce que vous avez été formé dans tout ce qui est technique quantitative de gestion. À côté de ça, vous pouvez migrer vers des études de droit, c'est possible aussi, mais il faut savoir quelle école choisir. Parce que en matière de droit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retrouver là-dedans, mais il faut savoir quelle école est habilitée à former dans le domaine du droit. Vous pourrez également, dans une moindre mesure, mais ça dépend de la sensibilité des uns et des autres, de faire une formation dans une école publique, mais ce type de formation qui est orientée dans tout ce qui est arts et lettres. Ça, vous pouvez aussi vous en sortir. Voilà, quand je parle de arts et lettres, voilà, vous avez tout ce qui est sociologie, philosophie, psychologie, c'est possible. D'accord? Mais tout ce qui est aussi lettres modernes, français, il y a beaucoup de choses que vous retrouverez dans les universités publiques. Mais je continue à le dire, lorsqu'on a fait le choix d'université publique, il faudrait bien qu'on soit assez patient. Mais si pour revenir un peu au cas de l'université DGC que je représente ici, lorsque vous avez ce type de profil, vous avez, pour le rappeler assez rapidement, la comptabilité, gestion financière, la banque assurance, le management des ressources humaines, la logistique, transport et commerce international, le marketing digital. Celle-là, je parlais de formation là, qui, bien entendu, vous inscrit dans ce qu'on appelle la continuité du type de série que vous avez fait. Moi, il y a quand même un problème aussi qui va se poser à partir de ce niveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, surtout si on essaie de voir tous ceux qui sont dans ces universités privées, en tout cas pour ceux qui sont à Pointe-Noire, quand on va poser la question, pour les filles, ça va être beaucoup plus je fais gestion de ressources humaines, comptabilité, assistant de direction. Est-ce que quelque part on n'a pas l'impression que tout le monde veut faire la même chose? Est-ce que quelque part on n'aura pas ce problème où on aura plus de gens qui vont faire des demandes d'emploi et moins d'emplois justement? D'accord, ça pose plus ou moins la problématique de la diversification de l'offre universitaire. Pour ce qui nous concerne, l'université DGC, par exemple, pour cette année, a lancé 7 nouvelles spécialités, notamment dans le domaine de l'informatique. Alors c'était pour répondre à un besoin qui devenait assez pressant de la part des étudiants, mais aussi parce qu'on a reçu de la part des entreprises partenaires une sorte de garantie que voilà, ces étudiants, quand ils seront formés, ils auront des opportunités qui s'offrent à eux. Indépendamment du fait qu'aujourd'hui, un domaine comme de l'informatique, c'est un domaine où assez rapidement on peut être entrepreneur. Voilà, on peut se mettre à son propre compte. Je dis ça, je précise une autre chose, c'est qu'une école responsable, c'est une école qui forme dans la différence. Quand je parle de la différence, c'est la différence dans les parcours. Voyez-vous, vous avez du mal à percevoir dans les différents profils la nuance ou la pertinence de chaque profil. Quelquefois, c'est des raccourcis que certains font. Voilà, vous prenez un logisticien, il ne sait pas grand-chose de la logistique. Ce qu'il sait, par contre, c'est plus ou moins ce que le RH sait déjà, le financier sait déjà, le banquier sait déjà. Et c'est pour ça qu'ils se retrouveront plus ou moins dans les mêmes entreprises. Alors, qu'est-ce que nous faisons chez nous? Il y a une formation, d'abord, qui est assez riche en termes d'objectifs pédagogiques. Je prends un cas comme ça à chaud. Prenez un profil de comptabilité chez nous. Vous avez la possibilité, après vos 3 ans passés à DGC, d'être à la fois un comptable, puis d'être à la fois un fiscaliste, d'être à la fois un contrôleur ou un assistant contrôleur, un auditeur interne, assistant auditeur, d'être un auditeur externe aussi. Ça montre un peu ce qu'on peut appeler la richesse de l'offre de formation. Alors, lorsque vous serez fiscaliste, vous ne verrez pas RH s'inviter dans votre cuisine pour se prétendre fiscaliste. En revanche, il va se réclamer d'avoir ce qu'on appelle des connaissances assises, par exemple dans tout ce qui est gestion de recrutement, dans tout ce qui est gestion de la formation, dans tout ce qui est gestion de carrière, gestion de la paye, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, vous avez cette richesse par offre de formation qui vous permet bien entendu de faire la différence sur un marché. On ne vous met pas sur ce type de parcours, voilà, vous serez dans toutes les mêmes cuisines. On essaye de mettre chacun à l'aise dans le domaine qui est le sien.
Voilà, en tout cas, il nous reste très peu de temps. Je rappelle encore aux auditeurs que c'est l'émission Écho de la jeunesse et nous parlons du choix d'une filière. C'est avec monsieur Gama Koudia qui est responsable, c'est notre chef de service orientation, information et recrutement au sein de DGC Group. Alors monsieur Gama, on est presque à la fin de notre émission pour cette première partie d'émission sur le choix d'une filière. Quels conseils donnerez-vous de façon comme ça ramasser à un jeune qui vient d'obtenir son bac et qui a beaucoup de doutes? Parce que certains vont se dire, je préfère d'abord attendre peut-être une année, question de réfléchir, trouver un choix, ou alors comme ça se lancer juste parce que les autres sont déjà en train de se lancer, sont déjà en train de choisir leur filière, ou alors les parents sont déjà en train de mettre la pression, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune comme ça? Ce que je dirais à chaud, c'est que le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller bien. Ça peut peut-être prendre le temps que ça prendra. La question du choix d'une filière, c'est une question de destin, c'est une question d'avenir. Alors si vous faites le mauvais choix, vous pourrez faire 3 ans à l'université avant de vous rendre compte que c'était pas en fait le choix qui était le vôtre. Et moi j'aime souvent le dire, la vie n'a pas de brouillon. N'allez pas, pendant un moment, prendre un peu de liberté avec ce qu'on appelle votre avenir. Et un de ces 4, vous réveillez, vous dites, désormais, je vais être sérieux. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Le plus important, c'est que vous fassiez des bons choix. Mais en même temps, vous nuancez. Il faut éviter de prendre aussi tout son temps. Parce que l'opportunité, elle peut venir une fois, mais elle ne pourra pas venir une seconde fois. La particularité de l'opportunité, c'est qu'on ne la prévoit pas. Alors, en règle générale, la meilleure stratégie de saisir les opportunités, c'est de se préparer. Dit-on souvent, le succès, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Exact. Mais je le dis souvent, même une opportunité est en quelque sorte encore une préparation. Ouais. Donc, il faudrait maximiser en temps. Il faudrait rapidement réfléchir, mais si vous réfléchissez aussi seul, vous prendrez beaucoup de temps, là où la question peut se régler assez rapidement. Ce que nous conseillons à tous ceux qui sont dans le doute, c'est de se rapprocher d'une école comme l'université DGC Congo, de rencontrer des conseillers d'orientation qui vont vous comprendre d'abord dans votre spécificité, vont examiner avec vous ce qu'on appelle votre bilan personnel, partie de vos goûts, de vos expériences personnelles, partie de votre personnalité, et commencer à affiner ce qu'on peut appeler un projet professionnel qui correspond à ce que vous êtes. Exact. Voilà, parce que quelquefois le doute, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'impréparation, mais ça peut être aussi la confusion, l'incompréhension de ce qu'on est et de ce dans quoi on pourrait le mieux s'en sortir. Alors, en tant que conseiller d'orientation, j'ai toute une équipe. Nous recevons au jour le jour. Ce qui nous flatte, c'est quelquefois le visage différent, la perception différente que les uns et les autres réussissent à avoir une fois après avoir échangé avec nous. Moi, j'invite tous ceux-là qui sont dans le doute de se rapprocher de l'université DGC. Nous ne faisons pas qu'un service de renseignement, nous faisons un service d'orientation, d'information. Là également, il y a une différence entre renseignement, information et orientation. Oui, que je fasse une nuance, elle sera certainement utile pour les uns et les autres. Pour une université, lorsque vous avez un service d'orientation, vous avez un jeune qui s'amène, très indécis. Quelquefois, il vous le dit. Mais comme ça, dans l'indécision, vous lui demandez, vous voulez faire quoi? Il vous balance par exemple logistique. Alors, vous lui remettez le prospectus ou le flyers en rapport avec les informations liées à la logistique. C'est un peu comme ça qu'il fait le choix. Mais voyez-vous, après 2 mois, 3 mois de cours, il abandonne. Quelquefois, le taux d'abandon, le taux de déperdition est lié au fait que les gens n'étaient pas suffisamment informés sur la filière qu'ils avaient à choisir. Or, moi, j'ai toute une équipe qui a suivi un certain nombre de coaching, qui a fait beaucoup de formations. Et lorsque vous essayez un peu de trouver ce qu'on appelle le niveau moyen de mon équipe, vous tournez autour d'un bac plus 3,5. Donc, c'est des gens qui ont fait des études. La particularité aussi, c'est la diversité des parcours que nous avons fait, mais aussi vous retrouvez dans l'équipe des formateurs. Donc, vous avez cette possibilité de rencontrer des gens qui vont certainement percevoir où se trouve le hic, vont naturellement vous accompagner. Alors, ça contraste avec une équipe de ceux-là qui vous disent, bon voilà, vous avez demandé la comptabilité, tenez la comptabilité. Mais c'est d'abord vous demander pourquoi la comptabilité. Il peut arriver que la comptabilité, c'est un choix assumé, et ça, on vous l'accompagne. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais s'il est indécis,
Et que ou alors c'est suggéré par un parent, par un ami. Ça ou arrive, par, ça arrive. Et quelquefois, nous leur disons, ne coiffe pas quelqu'un en son absence. Quand papa aura décidé pour vous de faire la comptabilité, et il reviendra en dernier ressort que ce soit vous qui soyez en salle de calcul. Il faudrait bien que vous sachiez ce que vous prenez, que vous vous y lancez en connaissance de cause. Et ce n'est que par ça que quand l'école sera difficile, parce que je tiens à le rappeler, l'école n'est pas facile, que vous aurez ce qu'on appelle une sorte de résilience. Monsieur Gama, merci beaucoup. Alors, tout ce qu'on peut retenir, c'est que faire le choix d'une filière, c'est d'abord se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, avoir un projet d'avenir, un projet professionnel avant de faire le choix. C'était donc l'émission Écho de la jeunesse sur le choix d'une filière. C'était avec monsieur Gamaliel Koudja, chef de service information, orientation et recrutement au sein de DGC, à qui nous disons un grand merci. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur Marc. On se retrouve très prochainement parce que nous reviendrons pour un nouveau numéro, toujours dans la suite du choix d'une filière. Ça va être dans notre prochaine émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Ken Kibwanga qui était de l'autre côté de la baie vitrée et Prince Ilembaya pour la réalisation. Je suis Marc Foucault. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.